journal sur Ecopolis Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Tout de suite, les grandes lignes de l'actualité. Déclaration de principe entre la RDC et le groupe armé M23. Un accord sur le cessez-le-feu permanent a été signé à Doha, au Qatar. Les deux parties se sont engagées à mettre en œuvre les dispositions de la dite déclaration au plus tard le 29 juillet prochain. Mobilisation de recettes, les régies financières en RDC révèlent une performance globalement satisfaisante pour le mois de juin 2025. Les données de la Banque mondiale notent 98,3% des prévisions budgétaires mensuelles. Désengorgement de la capitale Kinshasa, les travaux de construction des rocades sud-est sont à l'étape de l'asphaltage. Les autorités insistent sur la nécessité d'accélérer les expropriations dans les zones concernées. D'abord, cette nouvelle de dernière minute, Joyce Tunda vient d'être réhabilité à la tête de la mairie de Lubumbashi. Le Conseil d'État a ainsi annulé la nomination de Patrick Kafwimbi en tant que maire intérimaire. Cette décision, fondée sur des violations de procédures administratives, relance la polémique sur les nominations locales et les luttes de pouvoir au sein du parti présidentiel UDPS. Nous allons y revenir dans nos prochaines éditions. Signature de la déclaration de principe samedi dernier à Doha au Qatar entre le gouvernement congolais représenté par Sumbusi Mambou aux représentants du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et le secrétaire exécutif du groupe armé M23 soutenu par le Rwanda, Benjamin Bonipa. Cet accord a eu lieu sous la médiation du Qatar en présence du représentant spécial du président américain Massad Boulos. Le dit accord vise à mettre fin aux hostilités et à jeter les bases d'un accord de paix durable dans la partie est de la République démocratique du Congo. Cette déclaration de principe fixe plusieurs engagements, notamment le respect d'un cessez-le-feu permanent incluant l'arrêt des attaques par air, terre, mer ou lac, la fin de toute propagande haineuse et l'interdiction de prise de position par la force. La création d'un mécanisme de vérification du cessez-le-feu impliquant la MONUSCO et des dispositifs régionaux si nécessaire. De mesures de confiance, notamment la mise en place d'un mécanisme sous la facilitation du CICR pour organiser la libération des détenus d'intérêt. Une feuille de route pour restaurer l'autorité de l'État dans l'Est de la RDC qui sera précisée dans l'accord de paix à venir. L'engagement pour le retour volontaire et digne de réfugiés et de placés internes en coordination avec le pays d'accueil et le HCR. Le gouvernement congolais était représenté par Sumbusi Mambou, représentant spécial du président chargé des processus de Luanda et de Nairobi. L'AFC M23 était représenté par Benjamin Mbonimpa, secrétaire permanent du mouvement. Les deux partis s'engagent à appliquer immédiatement les dispositions de la déclaration de principe au plus tard le 29 juillet 2025 et à entamer les négociations de l'accord de paix au plus tard le 8 août avec une signature prévue d'ici au 18 août 2025. Et dans le chapitre de la sécurité, le commandant de la police nationale, ville de Kinshasa, le commissaire divisionnaire Israël Kantous, refuse tout repos dans la lutte contre les tracasseries policières. C'est la mission qui s'est assignée vendredi dernier avec sa ronde sur les rues des 4 districts de la ville. Bureaux de fossoyeurs, policiers racketteurs et OPJ véreux ont été arrêtés en flagrance à la grande satisfaction de la population. Tout a commencé sur le boulevard du 30 juin au niveau du supermarché Kinmart où les commandants de la ville, le général Israël Kankubakoulou, a surpris un policier de circulation routière en train de rançonner un motocycliste. La main prise dans le sac, le LEMA a tenté de nier le fait, mais le général était bien vigilant. Sur place,
il lui a prouvé le contraire en les dépossédant de sa rançon bien empochée. Son arrestation a été actée pour être entendue par les services compétents. Juste après, le général a poursuivi son itinérance au croisement des avenues Kassai et Itaga dans la commune de Barumbu. Il devait se rendre compte des diverses informations reçues concernant le mode opératoire des éléments commis au sous-commissariat dénommé Liboulou. Pas de surprise pour le chef de la police, car plusieurs agents qui se réclament du bureau D n'ont d'autre tâche que de tracasser la paisible population. Furieux de cet état de choses, le général Kankou Israël a ordonné l'arrestation de plusieurs d'entre eux avant d'ordonner la libération des milliers de motos saisies dans ces postes. En l'absence de leurs propriétaires, il a demandé que tout soit fait calmement pour qu'il n'y ait pas de pertes. Un ouf de soulagement pour la population qui a apprécié cette intervention du commandant de la ville. Tous les éléments arrêtés ont été acheminés et présentés au commissariat provincial en attendant leur audition. Dans l'actualité également, la nouvelle décision du ministère de l'Éducation et Nouvelle Citoyenneté en RDC d'autoriser les filles enceintes à poursuivre leurs études a suscité de nombreux débats et réactions au sein de la société civile. Dans ce journal, nous en parlons avec Jacques Chimbalanga. Il est coordonnateur de la Coalition nationale de l'éducation pour tous en RDC, Connect en sigle. Monsieur Jacques Chimbalanga, bonjour. Comment l'école va-t-elle s'adapter concrètement à la présence de filles enceintes? Il est vrai que concernant les mesures d'accompagnement vont suivre. Vont également suivre parce que il est vrai qu'en prenant la mesure, c'est parti d'une observation tout à fait sociale, mais également des valeurs morales à préserver. Et de ce fait, et c'est ce que nous demandons également, nous recommandons, c'est que après la mesure, les partenaires devraient se retrouver pour notamment mettre en place les mesures qu'il faut. Je ne vais pas ici commencer déjà à parler des mesures d'accompagnement parce que le ministère lui-même déjà va prévoir une rencontre avec tous les partenaires pour essayer maintenant de mettre en place les mesures. Mais le principe, c'est que aucune fille, aucun garçon ne doit être mis de côté parce que à cause d'une situation quelconque. Chaque fille, chaque garçon doit être à l'école, accéder à l'école sans discrimination ni stigmatisation. Est-ce que le personnel enseignant sera suffisamment outillé et sensibilisé? Comment doit-il gérer cette nouvelle réalité? Eh bien, ça, c'est dans le cadre de l'éducation inclusive, il est question que le personnel enseignant soit également formé à prendre en compte, à prendre en charge les personnes vulnérables. Il n'y a pas que les filles qui sont là mises en évidence, mais il peut y avoir également des personnes vivant avec handicap, les albinos et autres. Mais pour le cas d'espèce des filles qui tombent grosses en cours de leur scolarité, pour autant qu'elles peuvent résister et qu'elles ont la volonté de continuer et qu'elles expriment la volonté de continuer d'être à l'école, il est clair que des mesures doivent être prises en compte et les enseignants formés à prendre en compte toutes les vulnérabilités, y compris les filles enceintes. Pourquoi pas les mères adolescentes? Parce qu'il y en a aussi qui peuvent avoir mis au monde, mais désir et ont interrompu et après manifestent le désir de continuer. Rappelez-vous qu'on ne doit pas briser le rêve d'une fille qui a connu, ou même d'un garçon, d'une fille ou d'un garçon qui a connu des problèmes accidentels dans la vie. Ce sont des choses que personne ne souhaite,
mais qui peuvent arriver dans la vie. Mais lorsque ça arrive, la société, la communauté, l'école, la famille, tous doivent se mettre ensemble pour pouvoir relever cette fille qui devient vulnérable, qui psychologiquement nécessite une prise en charge. Et comment la société congolaise, avec ses valeurs et traditions, doit-elle percevoir cette décision du gouvernement quand on constate la résistance de certaines institutions, notamment l'Église catholique? Il y a d'un côté la tradition et il y a de l'autre côté la religion, les valeurs morales les valeurs morales nous transmises par nos confessions religieuses, y compris les catholiques. Concernant les valeurs morales d'abord, je ne sais pas si cette question de garder les filles à l'école viole quel aspect de la moralité, parce que l'une des valeurs morales, c'est aussi que notre société, nos enfants dans la communauté doivent apprendre que lorsque quelqu'un est faible, lorsque quelqu'un est fragilisé, lorsque quelqu'un a des problèmes dans la vie, une des meilleures choses, c'est de savoir les soutenir pour qu'ils ne restent pas dans l'état de faiblesse, dans l'état de vulnérabilité. Et donc, quelque part, la mesure, la circulaire a une valeur morale. Mais elle a également une base juridique solide. Personne, mais alors personne, que ce soit une confession religieuse, fût-elle catholique, ne peut être au-dessus de la loi. La loi, c'est quoi? C'est que dans notre pays, depuis 2015, il y a une loi, la loi sur la parité. Lisez l'article 10, c'est clair. Cette loi a été votée par le Parlement de la République démocratique du Congo. L'Assemblée nationale a voté en 2006 la loi sur la parité et l'article 10 parle très bien, non pas seulement de la réintégration, auquel cas on pourrait interrompre la scolarité de la jeune fille et attendre pour qu'elle reprenne, mais cette loi est claire sur le fait que la fille ne peut pas interrompre, pour autant qu'elle le peut, ne peut pas interrompre ses études. Donc le maintien, c'est une chose qui est normale, qui a une base légale et qui a également une valeur juridique, une valeur plutôt morale, impliquant notamment que dans notre société, lorsque nous trouvons qu'il y a des personnes qui sont faibles, qui nécessitent d'être prises en charge, la société a le devoir de pouvoir les soutenir. Dernièrement, Connect RDC a organisé une conférence de presse à Kinshasa. Quelle a été la quintessence de cette rencontre? Il était question pour nous de voir évidemment cette question pour saluer ce courage politique de pouvoir prendre un acte administratif, parce que légalement, il y a déjà un soubassement juridique national. Nous avons parlé de la loi sur la parité, la loi cadre en parle, mais également ce soubassement juridique qui tire également ses origines dans les conventions internationales que notre pays a signées et ratifiées. Deuxième chose, c'était l'une des questions phares. Vous savez que les enfants dans notre système scolaire cette année partent à l'école, partent en vacances sans bulletin. La question de bulletin a été remise sur la table pour savoir pourquoi cet instrument important sur le plan pédagogique n'est pas à disposition. Il est clair que nous voudrions quand même voir clair par rapport à cette question. Cette question a été également mise sur la table. Mais l'une des questions importantes, c'est que le gouvernement de la République démocratique du Congo a fait le budget rectificatif, la loi des finances rectificative. À travers cette loi des finances rectificative, le budget de l'éducation a été revu sérieusement à la baisse. Sérieusement alors. La crainte, c'est que tous les engagements pris en matière d'éducation
risque aujourd'hui de planer. Deuxième chose, d'ici là, dans un mois, pratiquement, nous allons, dans quelques jours, ce sera le mois d'avril, le mois d'août, et août finissant, nous entamons le mois de septembre. Et c'est le 1er septembre qu'est prévue la rentrée scolaire. Plusieurs engagements que l'État a pris n'ont pas été tenus, notamment la question salariale des enseignants, la question de la mise à la retraite des enseignants, mais par contre, il y a une baisse drastique du budget de l'éducation. Les secteurs clés, tels que par exemple, vous prenez la recherche scientifique, a connu une baisse de près de 74% de son budget. Première question, comment voyez-vous l'application de cette mesure dans 5 ans dans la société congolaise? Comment voyez-vous la société congolaise dans 5 ans avec l'application de cette mesure? Je vois une société qui a corrigé les injustices. Je vois une société qui sera très regardante en ce qui concerne les valeurs morales à partir de la famille, de l'école, parce qu'aucune école ne voudra que dans sa cour, qu'il y ait des élèves qui se retrouvent grosses. Ça attirera l'attention pour que les écoles mettent tous les ingrédients qu'il faut, tous les matériaux qu'il faut pour éviter que les élèves de son école tombent enceintes. Et je crois même que si on peut faire des statistiques demain, je crois qu'on pourrait assister à une baisse, contrairement à ce que les gens pensent. Parce que si une école, on dit que dans nos statistiques, nous avons trouvé que c'est telle école qui a brillé, qu'on a vu qu'il y a eu 15 élèves qui sont tombés enceintes au courant d'une année scolaire, je crois que l'année prochaine, cette école-là ne voudra pas que sa réputation soit gâchée. Par conséquent, ça va créer une émulation pour éviter qu'on y arrive. De la même manière, c'est une interpellation pour les familles. Et dans 5 ans, ce que nous voulons, c'est quoi? C'est que nos institutions scolaires puissent présenter une figure où il n'y a aucune fille enceinte dans nos écoles. Mais si jamais ces cas-là arrivaient, nous n'allons pas jeter nos enfants dans la poubelle. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, Jacques Tchimbalanga. Je rappelle que vous êtes coordonnateur de la Coalition nationale de l'éducation pour tous en République démocratique du Congo, CONEPT en sigle. Le journal se poursuit. Bonne gouvernance. Dans ce journal, la Banque centrale du Congo a publié jeudi dernier le financier faisant état des performances satisfaisantes des régies financières. Cette publication concerne notamment le mois de juin 2025 avec un niveau de mobilisation de recettes évalué à 1,788 milliards de francs congolais, soit 98,3% des prévisions budgétaires mensuelles. Cette embellie de recettes est portée notamment par les impôts directs et indirects qui ont enregistré un dépassement de 8,2% par rapport à la programmation initiale. Suivez. Dans cette somme globale, les régies financières nationales ont particulièrement contribué à hauteur de 396,8 milliards de francs congolais. Ces montants se déclinent précisément à 171,4 milliards pour la Direction générale des impôts DGI, 129,4 milliards pour la Direction générale des douanes et assises DGDA et 96,1 milliards mobilisés par la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations DGRAD. Pour l'ensemble du mois de juillet, les projections du plan de trésorerie de l'État congolais anticipent une mobilisation globale de 3111,9 milliards de francs congolais. Les recettes fiscales directes et indirectes constituent l'essentiel de cette prévision, avec 2187,9 milliards attendus. Cette estimation élevée s'explique principalement par les paiements du 27e acompte lié à l'impôt sur les bénéfices et profits pour l'exercice fiscal de 2026. Les déficits financiers du mois de juin a pu être entièrement comblé grâce aux ressources issues de l'émission des titres publics
sur le marché intérieur. D'après des analyses récentes de la Banque mondiale et du FMI, la RDC gagnerait à améliorer sa collecte fiscale, actuellement estimée à seulement 8,5% du PIB, alors que la moyenne africaine avoisine les 16%. Une augmentation significative de ces ratios permettrait à l'État de mieux répondre aux besoins sociaux et de financer efficacement ces grands projets d'infrastructure. Ouvrant le chapitre infrastructure, le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge de l'économie et finances, André Wameso Kwaloloki, accompagné de l'ambassadeur de Chine en RDC, Zhao Bin, ont procédé samedi dernier à l'inspection des travaux de construction de la rocade sud-est reliant le quartier Mboudi dans la commune de Mongafula à l'aéroport international de Ndjili, distant de 74 km. Images et commentaires. Sur l'avenue Ndjoku, ils apprécient les efforts en cours pour la maîtrise des immenses érosions qui rongent la zone. Toujours sur cette rocade sud-est, deux importants passages sous route sont en cours de réalisation. Il s'agit d'un grand dallo OPK 28 et d'un pont OPK 18. Les deux ouvrages vont permettre la connexion des différentes parties de ce tracé qui a déjà par endroits reçu le rechargement de la couche de base. L'on y remarque également la mise en œuvre des caniveaux. Sur la rocade sud-ouest, l'échangeur à 2 niveaux en cours de construction à la jonction des deux rocades est présenté aux deux officiels avant qu'ils ne découvrent les 6 km déjà asphaltés à partir de la cité Millennium jusqu'à la localité Mfouti vers le PK13. Il remarque également les immenses talus stabilisés et recouverts d'épais maçonnés à hauteur du PK15. Juste à côté se trouve le chantier du pont Mfouti, long de 120 mètres. Des réalisations qui satisfont ici l'ambassadeur de Chine. J'ai été vivement impressionné par l'avancement des travaux et j'ai encouragé les entreprises chinoises qui sont prises en charge de la construction de faire avancer plus vite que possible les travaux en assurant bien sûr la qualité des travaux pour faire bénéficier cette belle route à la population de Kinshasa et au peuple congolais en général dans du bref délai. Pour être plus fonctionnels, les deux rocades sud devront être complétées par celle nord. Le diplomate chinois promet de faire un lobbying auprès des sociétés chinoises pour trouver un fonds, notamment pour la rocade nord-est qui partira du rond-point Sosimat jusqu'à la sortie de l'avenue Ndjoku. Pour que cette route soit effectivement livrée comme prévu à la fin de l'année 2027, il faudra opérer le plus rapidement possible les expropriations prévues. La commission qui y travaille annonce que d'ici fin juillet, le paiement des premiers expropriés pourra commencer. Les espaces concernés sont localisés à Mboudi, Lutendele, Mfouti, Ngombi, Ngoutiabaka et Mitendi pour la rocade sud-ouest, Matumpu, Mangala, Mangala Bobo et Biseka pour la rocade sud-est. Dans le même registre, infrastructure, réhabilitation des voiries structurantes de la ville de Kinshasa, le gouverneur de la capitale, Daniel Bumba, a procédé vendredi dernier au lancement de la modernisation de certaines artères principales et secondaires depuis les communes de Lemba, Limete, Massina et Ndjili. C'est dans le cadre de sa vision axée sur la modernisation de la ville capitale. Ministres et députés provinciaux, bourgmestres, partenaires ont été à la suite du patron de la ville. Suivez. La délégation a débuté sa visite au quartier Salongo dans la commune d'Elimete pour inspecter les travaux de réhabilitation des avenues de la Liberté et du Conseil de ville. Elle s'est ensuite rendue à Massina où le gouverneur a posé la première pierre pour la réhabilitation des avenues Abattoir Vallée sur une distance de 1374 mètres et Yanfou sur une distance de 1263 mètres. Ces voiries adopteront un profil en toit inversé en forme de V, favorisant l'écoulement des eaux vers un train central couvert, inaccessible aux usagers. Les chaussées seront revêtues de béton de ciment et les trottoirs pavés avec du matériel à base de plastique recyclé, certifié, résistant et produit localement. Dans son discours,
l'autorité urbaine a salué les soutiens de l'Union européenne et la France via l'AFD pour relever le défi majeur de Kinshasa, notamment la lutte contre les inondations, l'assainissement et la gestion de déchets. Il a par ailleurs appelé les Kinois à s'approprier ces infrastructures destinées à développer la ville et à améliorer le bien-être collectif. De son côté, l'ambassadeur de France a souligné que ces travaux, inscrits dans les cadres du projet Topetola, visent à renforcer la résilience urbaine dans les quartiers vulnérables aux inondations et aux risques sanitaires, tels que Salongo, Endanou, Alimete et Abattoir à Massina. Ces initiatives amélioreront la qualité de vie et la mobilité des habitants. Antonio Capone, représentant de l'Union européenne, a, pour sa part, réaffirmé l'engagement de son institution à soutenir les efforts du gouverneur pour accélérer le développement de Kinshasa. Dans la foulée, le bourgmestre de la commune de Massina, Joseph Chikou Katumba, s'est réjoui de l'engagement du gouverneur de la ville et de l'exécutif provincial à résoudre la problématique des inondations dans cette partie de la capitale. Opération Kinezo-Bonga, démolition des constructions anarchiques. Le bourgmestre de la commune d'Undjili, Papi Mbumba Ngalema, en a fait sienne samedi dernier, accompagné de son équipe. Et c'est l'avenue Kimbuta qui a été assainie des terrasses et bistrots clandestins qui empiètent l'emprise publique. Une manière pour la municipalité d'Undjili de s'aligner sur la droite vision du gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, en rapport avec la lutte contre l'insalubrité, la nuisance sonore et l'insécurité. Je vous prie de suivre les réactions des chefs de quartier, mais également du patron de la commune d'Undjili pendant l'opération de démolition. Il est au micro de Saturnin Djembe. Olelaki na tata mokonzi Bumba Kinshasa, son excellence Daniel Bumba Luba, qui est gouverneur de la ville, pour abonner la mission balabala Kimbuta. Kimbuta eza lokola site touristique na commune na Chino. Na lelaka même temps on va buka Kimbuta. Mais si on a réfléchi que ça site moko ezala moko boy ya Chili, na kenda kofuka pa mokonzi Kimbuta wana mokonzi balanga zoma mise d'encadrement. Mais tant que tu as pour encadrer, tu as besoin de comprendre la vision. Tu as besoin de musique à ma casse, tu as besoin de déborder dans la limite. Il y a des choses qui sont ça, raison pour laquelle on a lancé l'opération pour sceller Baba. Il y a une construction qui a marché. Un grand espace à marché et lis-moi dans ma immeuble, ma étage, et puis ma salle sous bangar, ma caméra. Maintenant, c'est le lot une semaine, c'est ok, on a évacuer ma construction, il y a bangar, nyonso. Excellence. C'est comme ça, on a expliqué qu'il y a une c'est fini, et donc il y a donc ça, on va mettre là-bas. Quand ça nyonso, il y a une terrasse de fou là-bas. Donc, moi, quand on a katikati awa, pour moi, on a pas de besoin de bonne foi, à salir salon au delà de ça. Et pour clôturer ce journal, la première ministre Judith Suminwa a organisé samedi dernier au jardin des premiers de la primature une cérémonie de célébration du centenaire de Patrice Emery Lumumba, premier ministre de la RDC. Cette célébration a réuni entre autres des premiers ministres honoraires dont Évariste Mabimulumba, Adolphe Muzito et Jean-Michel Samalou Kondé, des membres du gouvernement, des députés nationaux et sénateurs, des représentants de la famille biologique de Lumumba et de la Fondation Lumumba, quelques élèves de l'Institut Lumumba et plusieurs autres personnalités du pays. Judith Suminwa, première femme à occuper la fonction de Premier ministre dans l'histoire du pays, a dit avoir toujours placé le souvenir de Lumumba au cœur de sa mission, considérant qu'il est essentiel de transmettre aux générations présentes et futures l'esprit d'indépendance, de courage et de dignité qui l'animait.
Voilà qui clôture ce journal. Merci de votre fidélité à Ecopolis Télévision. On se retrouve très vite pour un nouveau journal et c'est déjà demain. Au revoir.